Bonjour à tous, herkese merhabalar. Bienvenue dans ce 8e épisode du podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Le podcast turc est produit par moi-même, Pelin, créatrice et rédactrice du site internet Le Blog d'Istanbul. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Le Blog d'Istanbul est le site internet francophone qui vous aide à préparer vos séjours et votre expatriation à Istanbul et en Turquie. Vous y trouverez des informations utiles, des guides, des itinéraires, des conseils, des bons plans, des bonnes adresses, bref, tout ce qu'il faut savoir avant de partir. Vous pouvez y jeter un œil sur www.leblogdistanbul.com. Canım Dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Ulu Çatalkayan, gök mavisi körfezi. Alors aujourd'hui, le sujet du jour sera un sujet lié à la culture. Parce que je pense qu'on a tous besoin de s'échapper un petit peu de l'actualité avec un sujet un peu plus léger, un peu plus sympathique et qui fait du bien. Et donc du coup, le sujet culturel est toujours le meilleur pour moi à ce niveau-là. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de quelque chose qui est très personnel, qui est en rapport avec quelque chose que je connais très bien, c'est-à-dire mon origine en Turquie. Bien entendu, ce podcast va vous divulguer du contenu très personnel et mes propos n'engagent que moi. Si vous avez des témoignages à apporter sur ce contenu, n'hésitez surtout pas à faire évoluer la discussion en commentaire. Donc si vous êtes des fidèles de ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai déjà filmé mon test ADN et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que disaient mes gènes par rapport à mes ancêtres. Et puis je me suis rendu compte que c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout quand on vient d'un pays comme la Turquie, qui couvre un territoire où de très nombreuses cultures et populations se sont mélangées et y ont vécu ensemble pendant des siècles. Il faut que vous sachiez qu'en Turquie, la question la plus récurrente qu'on vous pose quand on vous rencontre pour la première fois, c'est « Nerelisin ». Nerelisin, ça veut dire « d'où viens-tu ». Si vous êtes de Turquie, on vous demandera où vous êtes de Turquie. Si vous êtes d'ailleurs, on vous demandera de quel pays est-ce que vous êtes. Et en général, lorsque on vous pose cette question, on s'attend à ce que vous répondiez avec la ville d'origine de votre père. Pour dire que vous en provenez, d'ailleurs, vous devez rajouter à la fin de la ville le suffixe li ou lo. Je suis donc moi-même İzmirli, c'est-à-dire que je viens d'Izmir. Et automatiquement, quand on me pose cette question, je dis ça. Mais en réalité, c'est bien plus complexe et je ne peux pas du tout renier que je viens aussi de Trabzon, qui est la ville d'origine de ma mère. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo pour vous parler du fait d'être Trabzonlu, du coup, parce que c'est tout aussi particulier que d'être İzmirli et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ni la région de la mer Noire, ni la ville de Trabzon. C'est vraiment une culture à part. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon sentiment sur le fait d'être İzmirli et notamment j'ai envie de répondre aux questions sur le quotidien à Izmir, comment je passais mes vacances à Izmir quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'y faisais, comment sont les İzmirli en général, qu'est-ce que ça signifie d'être İzmirli au sein de la communauté turque de France et qu'est-ce que ça signifie d'être İzmirli quand on habite en Turquie mais pas à Izmir, donc dans une ville externe. C'est aussi quelque chose d'assez particulier dont je voulais parler et je voulais aussi relater quelle est aujourd'hui ma relation avec cette ville qui est ma ville d'origine. Donc cet épisode risque d'être un petit peu long. N'hésitez pas à faire le ménage, la cuisine, du sport ou toute autre chose, toute autre activité pendant que vous m'écoutez. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Ça m'intéresse vraiment, je suis assez curieuse à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire dans quelles conditions est-ce que vous écoutez ce podcast ? Donc pour remettre les choses dans leur contexte, je suis née à Paris à la fin des années 80 et je suis la seconde génération d'immigrés. Mes parents sont arrivés à Paris à la fin des années 70 et quand je suis venue au monde, mon papa est allé déclarer ma naissance dans les 2 mois qui ont suivi afin que j'obtienne la nationalité
turc et donc tous les documents d'identité turcs. Puis, grâce au droit du sol, j'ai été officiellement naturalisée française en ayant fait ma demande autour de mes 15 ans, je crois. Et je me rappelle, franchement, j'oublierai jamais l'entretien avec ce monsieur hyper sérieux qui m'a demandé pourquoi je voulais être française. Sur le coup, j'ai pas percuté qu'il aurait vraiment pu décider de ne pas m'accorder ma nationalité française. Je pensais que c'était un dû, parce que j'avais pas compris à ce moment-là que, bien que je vive en France, que j'aille à l'école française, que je parle français au quotidien et que tous mes amis soient français, je n'étais pas encore française. J'étais uniquement turque. Bref, vous vous doutez bien qu'au final, il me l'a donné. Donc j'ai habité dans la région parisienne avec ma famille et pendant toute mon adolescence, jusqu'à à peu près mes 18 ans, j'ai passé mes vacances scolaires d'été à Izmir. C'était pas systématiquement tous les ans, mais au moins tous les 2 ans, on allait l'été à Izmir, en famille et en voiture. Donc on avait toute la smala, les oncles, les tantes, parce que j'ai beaucoup de familles qui habitent en France du coup. Et du coup, ça faisait un sacré paquet de gens. On habitait dans la même ville en France et on s'amusait à organiser nos vacances ensemble, à essayer de concorder les dates pour passer vraiment des moments inoubliables sur la route tous ensemble. Et j'aime bien dire que plus on est de Turcs et plus on rit. Et effectivement, c'était complètement le cas. Donc j'avais de la famille comme des voisins turcs qui nous rejoignaient pour les vacances en Turquie. Et pendant les vacances, ma famille et moi, nous allions à Izmir. Donc il y avait un moment où tout le monde se séparait parce que chacun allait dans son village et nous, on allait à Izmir. Et donc je passais toutes mes vacances d'été à Izmir. Et comme ma mère est de Trabzon, j'avais 1 semaine à 10 jours de passage obligatoire à Trabzon. J'étais énormément réfractaire d'ailleurs au fait d'aller à Trabzon. Étant petite, j'en faisais même des cauchemars. Donc si vous voulez, j'aborderai ça dans l'autre vidéo par rapport à Trabzon. Donc si je devais résumer mon enfance à Izmir, je dirais que Izmir pour moi c'était tout d'abord la maison familiale, construite dans les années 90 avec les petites économies de mon papa. Et tous ces invités qui venaient tous les soirs, beaucoup qui venaient surtout pour voir mes parents. Et quand c'était pas les invités qui venaient chez nous, c'était nous qui allions être invités chez quelqu'un d'autre. Qui dit invité dit service de thé, car c'était le rôle des filles, c'est toujours le rôle des filles de servir les invités. Et lorsque nous n'étions pas dans cette maison, nous étions à la plage, parce que Izmir, je vous l'ai déjà mentionné beaucoup de fois, c'est une ville, mais elle est entourée de plein de stations balnéaires dans lesquelles vous pouvez aller pour vous baigner, faire la fête ou vous relaxer, etc. Et donc nous passions 2 à 3 semaines en fonction du budget à la plage. À Izmir même, dans le centre de Izmir, là où on restait le plus clair de notre temps, je trouvais le temps long. Je m'ennuyais beaucoup et j'avais pas vraiment de mobilité parce qu'à l'époque, Izmir, c'était pas l'Izmir d'aujourd'hui, il n'y avait pas de métro, c'était compliqué en transport, et étant donné qu'il faisait très très chaud, tu pouvais pas aller à pied très loin en fait. Donc il fallait être assez autonome et j'avais un petit peu du mal avec le côté transport en commun, du moins jusqu'à mes 16 ans, j'ai pas vraiment été assez courageuse pour prendre les transports en commun et me balader, etc. Je faisais tout avec mes parents et donc du coup, je m'ennuyais beaucoup. Depuis, ça a beaucoup changé et maintenant les transports en commun sont très fréquents. Et d'ailleurs, il y a le métro qui passe en face de cette fameuse maison de mon papa. Je me rappelle que j'étais extrêmement timide avec les Turcs, c'est-à-dire que mon turc n'était vraiment pas à la hauteur. Et souvent, on se moquait de mon turc, pas vraiment méchamment, je pense pas que c'était avec une mauvaise intention, mais c'est vrai que je recevais des petites remarques quand je disais un mot qui n'était pas correctement prononcé, et c'est des petites moqueries de mes cousins d'Izmir ou de mes tantes qui allaient dire à mes parents « Ah celle-là, elle a pas appris le turc, quoi ». Ou qui allaient se foutre de mes parents en disant « Bientôt, elle pourra plus nous dire bonjour ».
Et donc du coup, ça me mettait très mal à l'aise et j'évitais vraiment de parler avec les locaux. Du moins pendant mon jeune âge, j'avais vraiment du mal. Je me rappelle qu'on allait beaucoup au marché. Que ce soit le marché du quartier, où on avait des grosses tomates rouges, mais vraiment tellement énormes que j'avais du mal à les tenir avec une main. Les pastèques, les fruits et légumes, les gens qui crient dans la rue, qui vous demandent d'acheter leurs produits. Vraiment, il y avait cette ambiance du marché qui était très forte et on attendait le jour du marché avec impatience pour pouvoir se ravitailler. C'était culturel. Quand j'étais vraiment très petite, je me rappelle qu'il n'y avait pas encore de téléphone portable. Donc on allait au market, ou du moins à l'époque on l'appelait le bakkal, c'est-à-dire la petite épicerie du coin. Et on achetait 2 choses très importantes. Premièrement, des cartes téléphoniques pour aller ensuite à la cabine téléphonique pour appeler nos copines. Alors c'était vraiment pas parce que nos copines nous manquaient, mais c'était plutôt parce qu'on s'ennuyait et qu'on avait besoin de trouver des occupations. Et donc on allait appeler nos copines de France. Et la deuxième chose qu'on achetait beaucoup au bakkal, c'était les magnums. Je sais pas si vous avez ce souvenir, mais quand moi j'étais petite, le magnum c'était un peu le Graal de la glace. Et on en achetait énormément parce que ils avaient un succès marketing fou avec leur code qu'ils avaient sur leurs petites, vous savez, les petits morceaux de bois qui tiennent la glace. Il y avait des codes et vous pouviez gagner un deuxième magnum. Donc on avait toujours envie de gagner ce deuxième magnum, bien que vraiment c'était suffisant d'en avoir qu'un seul. Mais c'était aussi une activité supplémentaire à faire entre amis ou en famille. Une autre chose aussi qui m'a vraiment marquée, c'était les événements de rue. Quand je dis événements, je parle des célébrations de circoncision d'enfants, par exemple, qu'on appelle les sunnettes, ou les mariages, les nishan, les fiançailles, ou même les kna, cette célébration qu'on fait pour mettre du henné sur la main de la mariée avant qu'elle se marie. C'était vraiment très joyeux et festif et tous les week-ends, on avait plusieurs mariages de rue parce que c'était un moyen beaucoup plus économique à l'époque pour célébrer. Vous n'aviez pas à louer une salle, faire des frais, voilà. Pas du tout. Vous achetiez ou vous louiez des chaises en plastique que vous disposiez dans la rue. Souvent, c'était devant chez vous si vous aviez la place ou un petit peu sur le côté, là où il y a un petit peu plus de place. Et vous bloquiez carrément la rue pour célébrer votre mariage ou votre kna ou votre sunnette. Et c'était fou parce que j'ai passé des heures et des heures dans des mariages de personnes que je ne connaissais pas, juste parce que je me baladais à manger des pipas ou mon magnum dans la rue et que, tiens, il y a un mariage là, bon je vais m'asseoir. Et puis il y avait une des chaises en plastique qui était libre et je m'asseyais et je regardais les gens danser. Et parfois je dansais même si j'étais accompagnée d'une copine et que j'étais pas trop timide. Je me mettais à danser dans le mariage de parfaits inconnus. Et souvent ce type de mariage était très très festif, il y avait beaucoup de danse, les femmes sont très libérées quand elles sont dans les mariages, donc elles dansaient vraiment de manière libre. C'était vraiment magnifique. Aussi, Izmir pour moi c'était le moment où je pouvais lire, donc je lisais tout l'été, beaucoup de livres. Et d'ailleurs, ça ennuyait beaucoup ma famille locale, celle qui habitait à Izmir, parce que parfois j'étais tellement prise dans les livres que je lisais que je n'arrivais pas à décoller. Et effectivement, l'été, c'était pour moi la consécration complète aux livres. Donc dans l'ensemble, je dirais que je me sentais un petit peu comme une étrangère, car tout le monde, même les inconnus, savaient que j'en étais une.
D'ailleurs, bien plus tard, on m'a révélé pourquoi est-ce que c'était évident que je paraissais venir de l'étranger pour les locaux alors même que je n'avais pas parlé et donc pas encore révélé mon terrible accent. On m'a dit que ce qui me trahissait, c'était mes tongs. Parce qu'en effet, je passais tous mes étés en tongs, que ce soit à la ville ou à la plage, et je me déplaçais dans la rue pour faire du shopping, aller au cinéma, etc. en tongs. Les vacances, quoi, normal. Sauf que les locaux, comme ils sont dans la ville où ils vivent, c'est pas les vacances pour eux. Du coup, ils mettent des chaussures de ville ou des chaussures ouvertes. Et j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, la tongue, c'était un peu devenu le symbole du gurbetçi, celui qui vient en vacances en Turquie, qui est turc certes, mais qui a plus d'argent que vous, quoi, parce qu'il vient d'Europe. Donc je me faisais pas mal carotte par les commerçants parce que j'avais des tongs et ça m'a pris du temps à réaliser. Mais quand je l'ai réalisé, j'ai dit « Ah oui, mais c'est pas bête en fait. Hein. » Donc voilà ce que c'était Izmir pour moi. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini öyle güzel yürüyor ki zilli kesin İzmirli hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini öyle güzel yürüyor ki zilli kesin İzmirli bir o yana bir bu yana sallanıyor. Alors maintenant j'ai envie d'aborder les İzmirli. Comment sont les İzmirli en général? Sachez que déjà, ils sont extrêmement relax. On parle d'une ville où il fait plus de 20 degrés 9 mois dans l'année environ. Donc ça ramollit un petit peu. Mais c'est vrai que tout va au ralenti. Pour les femmes qui restent à la maison, elles sont beaucoup moins stressées, j'ai remarqué, par leurs tâches quotidiennes, par ce qu'elles doivent faire à la maison, voilà. Elles sont plus relaxes, il fait chaud, elles prennent leur temps, elles aiment discuter avec la voisine pendant des heures et regarder la télé dans leur canapé. La jeune génération de femmes originaires d'Izmir, par contre, est très active car les İzmirli n'aiment pas rester à la maison. Si vous ne le saviez pas, les İzmirli sont considérées comme étant les plus belles du pays. Je pense qu'étant donné qu'elles sont plus claires de peau, dues aux populations qui ont vécu à Izmir dans les siècles derniers, forcément, comme il s'agit du standard de beauté international, on les considère plus belles. Je ne sais pas si elles sont effectivement plus belles que les autres, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont extrêmement coquettes. Elles aiment se pomponner, se parfumer, acheter des belles robes. Elles ont vraiment le sens de la mode et elles osent s'habiller ouvertement, avec goût et avec classe. En même temps, c'est les mentalités aussi qui leur permettent. Parce que, en effet, de l'autre côté, vous avez les hommes qui sont beaucoup moins machos que la moyenne turque. Ils sont moins dragueurs de rue, bien qu'ils soient très charmants et galants. Hein. Mais voilà, ils sont plus relax au niveau de la drague. Et ils aiment boire du rakı, faire la fête en famille, en amis. Ils sont un peu réputés pour avoir du vice quand même. C'est-à-dire que par rapport au reste des hommes turcs, les hommes d'Izmir sont considérés, je parle de clichés, hein, ils sont considérés comme étant pas très fidèles. Ils sont aussi très friands d'alcool, de paris. Donc voilà, des choses pas très reluisantes, quoi. Les hommes d'Izmir ont la culture de la détente aussi. J'ai remarqué que c'est pas des acharnés du travail. Ayant la chance d'habiter dans un lieu très proche des stations balnéaires où la farniente et la fête à tue-tête est de rigueur, ils s'y rendent régulièrement pour la journée ou pour le week-end ou voire même pour de plus longues périodes. Ils aiment être en groupe d'amis, être connectés, solidaires et vraiment il y a cette connexion entre les hommes qui est assez forte. Ils font souvent des activités ensemble. Pour les vieux, les plus vieux hommes, vous les trouverez au café. Être İzmirli parmi les Turcs de France, qu'est-ce que ça donne? Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà dit dans un podcast précédent que la diaspora turque installée à Paris et en France est une diaspora composée de Turcs originaires d'Anatolie.
En effet, dans les années 80, les pays européens comme la France venaient chercher les Turcs dans les villages et leur demandaient de s'installer dans les banlieues pour faire tous les tafs qu'ils ne voulaient pas faire. Du coup, des dizaines d'hommes sont partis des villages dans l'espoir de se faire un petit peu d'argent à l'étranger, puis de revenir au pays. Mais au final, ils sont restés et ont même rapatrié leur famille près d'eux. Une tournure que forcément les pays européens n'avaient pas prévue, mais auquel ils ont dû se plier. Les banlieues sont donc remplies de Turcs, mais des Turcs qui viennent de petites villes comme Kırşehir, Kayseri, Malatya, Sivas, Erzurum, Urfa, Gaziantep. Quand je dis petites villes, c'est que ça reste quand même des villes assez moyennes, mais ce ne sont pas des villes comme Izmir. Izmir étant quand même la 3e plus grande ville du pays. Vous rencontrerez donc très peu de İstanbullu, Ankaralı, Antalyalı, İzmirli. En fait, c'est pas vraiment la taille de la ville qui compte, c'est plutôt où elle se trouve. Et les personnes qui vivent sur les côtes turques n'avaient pas vraiment de raison de partir. Parce que là où ils étaient, eh bien, la vie était très belle. Et c'est vrai que du coup, je connais très peu d'Izmirli. Je dis pas que ça n'existe pas, et j'espère qu'il y en a parmi vous qui m'écoutent et qui vous manifesteront dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui viennent de villes comme Izmir ou Istanbul. Du coup, les Turcs de France, j'ai remarqué qu'ils ont une image un petit peu péjorative des gens qui viennent de la ville, surtout des gens originaires d'Izmir. Les Izmirlis sont un peu considérés comme étant pompeux, qui prennent les gens de haut, qui se croient plus cultivés, donc plus intelligents et qui ont un meilleur mode de vie. Donc ouais, quand je vais en Turquie, je vais pas forcément au village. Du coup, je suis considérée comme étant privilégiée. Ce mépris existe et je l'ai ressenti plusieurs fois. Rien qu'à l'accent que certains de mes amis Gaziantep'li ou Malatyalı avaient quand ils parlaient le turc, on sentait qu'il y avait une différence. Parce que c'est un peu comme l'accent du Nord et l'accent de Paris. Ça n'a rien à voir. Et ben là, c'était un peu pareil. Et moi, mon accent, il fait un petit peu plus prétentieux, plus articulé, plus de la Turquie un petit peu bourgeoise, alors que je ne suis pas du tout bourgeoise, hein. On s'entend. Mais cette différence se remarque et les Turcs de France me le faisaient bien sentir. İzmir'in kızları, bir elinde de cımbızları. Dişirir, anadır, eferir, gidinir, tatlı huysuzları. Enfin, j'ai envie de parler aussi du fait d'être izmirli en Turquie quand on est en dehors d'Izmir. Parce que moi, comme je suis izmirli et que quand on me pose cette question de nerelisin, eh bien je réponds izmirli. Je sais ce que les gens me disent en premier et ce que les gens pensent des izmirli quand je suis à Istanbul, par exemple. Sachant qu'Istanbul, c'est une multitude de personnes. Mes meilleurs amis étaient de Malatya, de Gaziantep, de Urfa, de Sivas. Donc, je sais exactement ce qu'ils pensent et je vais vous retranscrire cela ici. Donc, premièrement, c'est très intéressant car en Turquie, être izmirli en dehors d'Izmir, c'est un peu la classe. C'est une situation qu'on envie. Les Turcs, en général, aiment beaucoup la ville d'Izmir et il y a ce cliché de la vie facile et agréable. Au bord de l'eau, le mode de vie au ralenti. Et bien que certaines communautés, à cause de l'aspect politique de la Turquie et du fait que Izmir est considéré comme étant une ville beaucoup plus socialiste et que donc ceux qui ne sont pas socialistes, forcément, ils ont beaucoup d'a priori envers les Izmirlis. Mais mis à part cela, je dirais que pendant toutes ces années, à chaque fois que je disais que je venais d'Izmir, les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu fous à Istanbul, en fait ? Alors que tu as une maison à Izmir et que tu pourrais vivre à Izmir, qu'est-ce que tu fais à Istanbul ?» Et plusieurs fois, j'ai dû vraiment me justifier parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on peut faire dans une autre ville qu'Izmir quand on vient d'Izmir. Parce que pour eux, c'est une chance, en fait, de venir d'Izmir parce que c'est un excellent compromis entre la vie
dans une station balnéaire où l'hiver il y a rien à faire. Par exemple Antalya où l'hiver c'est un peu moins actif et l'été où c'est complètement touristique et aussi trop chaud en fait. Et donc Izmir c'était vraiment le compromis parfait entre les villes comme Antalya et la grande ville comme Istanbul. Donc les gens ont tendance à me dire ça, mais ils oublient que l'économie d'Izmir est incomparable à celle d'Istanbul, où trouver du travail est extrêmement difficile. Et moi, j'ai de la famille à Izmir qui essaye de garder son emploi coûte que coûte, même s'ils n'y sont pas heureux et même s'ils sont très mal payés, parce que ils savent que le marché est très très difficile. Ils ne veulent pas quitter Izmir, parce que souvent les Izmiriens ont peur d'Istanbul. Pour eux, c'est la grande ville, c'est trop grand et c'est trop. Ils ont peur de s'y perdre en fait. Et donc du coup, ils font tout pour rester à Izmir, même dans des conditions qui sont assez médiocres, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs et ils n'ont pas envie d'aller à Istanbul pour vivre la vie dans la grande ville en fait. Ces dernières années, il y a quand même beaucoup de personnes d'Istanbul qui sont parties migrer à Izmir, qui ont fait augmenter d'ailleurs les prix parce que ils estiment qu'il y fait meilleur vivre. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont aussi cassés la gueule parce que justement il n'y avait pas de boulot. Ceux qui ont réussi à rester à Izmir, c'est ceux qui avaient déjà un plan de prévu, qui avaient déjà un commerce ou qui avaient déjà un travail en indépendant ou qui faisaient tourner leur boîte d'Istanbul depuis Izmir. Voilà, il y avait déjà un plan de prévu au niveau financier qui faisait que ils pouvaient garder économiquement leur standing à Izmir. Aussi, la deuxième chose qu'on me dit beaucoup, c'est « Ah, tu viens d'Izmir, c'est de là que vient ta beauté ». Alors effectivement, j'en ai parlé précédemment, les filles d'Izmir sont considérées comme étant très jolies. Cependant, je pense pas que moi-même, mon physique soit très représentatif de la Izmirli classique, parce que la Izmirli classique, elle a plutôt la peau claire, les yeux de couleur, les cheveux lisses. Et bien que dans ma famille, mes deux grands-pères et beaucoup de personnes dans ma famille soit de peau claire et de yeux de couleur, moi je ne représente pas du tout ce physique. Je suis plutôt physique des filles anatoliennes, des filles un peu plus bronzées. Et je suis très fière de les représenter. Et donc j'ai remarqué que effectivement les filles ont cette réputation d'être jolies, et cette réputation est parfois assimilée à une image de filles faciles. Les filles d'Izmir étant plus libres et bien plus coquettes, qui aiment sortir, boire des verres, aller faire la fête, aller chez les copines, être tout le temps en activité à l'extérieur, elles sont considérées comme étant un peu plus faciles à mettre dans le lit ou des choses comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Bien entendu, c'est du grand n'importe quoi et je ne valide absolument pas ces propos. Donc dans l'ensemble, les Turcs en dehors d'Izmir sont un peu envieux de ceux qui sont originaires d'Izmir et c'est une ville qui est très 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 prisée. Les gens adoreraient y vivre s'ils le pouvaient et si l'économie le permettait. Alors pour finir, j'aimerais vous parler de mon ressenti face à la ville d'Izmir. Aujourd'hui, du haut de ma vie d'adulte, qu'est-ce que je pense d'Izmir et quel avenir a Izmir dans ma vie ? Alors j'ai beaucoup pensé à cette question ces dernières années, surtout depuis que je suis devenue indépendante il y a 2 ans. Je me suis beaucoup posé la question de Izmir. Est-ce que je pourrais y vivre ? Est-ce que un retour aux sources serait possible pour moi ? Et honnêtement, j'ai fait un test. Je suis allée à Izmir pour quelques temps. J'y ai vécu un quotidien et j'ai essayé de voir si cette vie me correspondrait. Et cette idée m'est vite passée, non pas parce qu'Izmir n'était pas une vie... ne m'offrait pas une vie intéressante, mais plutôt parce que je n'étais pas prête émotionnellement. Là je vais rentrer dans le très très personnel et je pense que si vous me suivez, vous connaissez un peu l'histoire, mais donc Izmir est la ville d'origine de mon père et j'y ai beaucoup de souvenirs liés à lui et donc je crois pas être prête aujourd'hui à pouvoir y aller, m'y installer, sachant qu'il n'est plus présent. Donc, c'est une idée qui ne me sort pas de la tête, qui fait son chemin et qui peut-être un jour, qui sait, se concrétisera. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est pas le cas.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était un réel plaisir de vous parler de ma ville d'origine. Je sais qu'il a été un petit peu long, mais je pense que ça valait le coup. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à être généreux en pouce bleu vers le haut. Également, n'hésitez pas à donner votre avis et à faire avancer la discussion en commentaire. Êtes-vous allé à Izmir ? Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que tout ce que je vous ai raconté concorde-t-il avec votre idée de la vie à Izmir ? Et est-ce que vous avez déjà pensé à vous y installer ? Je serai très curieuse de vos réponses. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast turc.